c'est la première fois qu'elle vient. Alors, je ne me suis jamais caché dans cette émission. Hein. Je l'adore. Voilà, j'aime le personnage, qu'elle soit de droite, de gauche, du centre, je m'en fous total. J'adore le personnage, j'aime son franc-parler, j'aime... voilà, je trouve que voilà, c'est des personnages comme ça dont on a besoin en France. Et si un jour elle pouvait me sauver d'Anne Hidalgo à Paris, ce serait le plus beau cadeau qu'elle puisse vachement me faire, parce que je n'en peux plus. Chaque jour, écoutez, voilà, vivre à Paris, je veux le dire... Je le dis aux téléspectateurs, pour ceux qui ne vivent pas Paris, sachez que vous rentrez à Paris, vous rentrez dans l'enfer. C'était la plus belle ville du monde. Elle en a fait une ville où vraiment les gens ne pensent qu'à une chose, c'est partir. Il y a plus de rats à Paris qui veulent venir à Paris que de gens. Voilà, donc sachez-le. Donc j'espère qu'avec un jour, Rachida Dati sera maire de Paris. C'est vraiment mon rêve absolu. Et qu'un jour, on pourra retrouver un Paris qui redevient la plus belle ville du monde. Oui. Il y a eu un sondage hier sur les villes où il fait bon vivre. Paris n'est pas dans les 250 premières du monde. 250 premières. Je veux dire, il y a des personnes chez qui il fait bon vivre. Anne Hidalgo n'est pas dans les 1 million de personnes. Et loin derrière, c'est impossible. Voilà, enlevez-la moi, s'il vous plaît, d'ailleurs. Merci. Enlevez-la moi derrière moi, s'il vous plaît. Merci. Je vous demande d'accueillir, c'est notre ministre de la Culture, Rachida Dati, qui est là. Merci Madame la Ministre d'être avec nous. Merci Rachida Dati, je suis très heureux de vous recevoir. Et Rachida Dati, je vous le dis, ministre, pas ministre, voilà. Et là, je ne fais pas de politique, je le dis, hein, moi je m'en fous. Voilà, j'aime votre personnage. Voilà, je trouve que vous avez un franc-parler qui nous manque aujourd'hui. Je vous trouve sincère et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui aux Français en politique. Les Français, ils ne savent plus, on l'a vu encore dimanche, voilà, ils sont dans une détresse totale et ils ont besoin de gens en qui ils peuvent avoir confiance. Conviction. Ah oui. Donc, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Mais c'est réciproque et vous le savez. Bah oui, je sais. Mais merci, ça me fait plaisir. Merci. Rachida Dati, incroyable. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé dimanche. Vous êtes ministre de la Culture déjà. Et voilà, c'est vrai que j'espère que vous allez rester parce que voilà, on vous adore ici. Et c'est vrai qu'avant, voilà, la culture c'est important. Et dimanche, franchement, on n'a pas compris. Je vous dis la vérité, on n'a tous pas compris. Je voulais avoir votre avis. On nous avait dit c'est les élections européennes. Tout va bien, c'est que les élections européennes, ne vous inquiétez pas, on est là pour 3 ans, tout va bien. Et là, dimanche, je rentre tranquillement de Roland-Garros et je vois que j'ai des milliers d'appels. Complémentaire. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? Ou bien ils ont oublié de me donner la coupe, ou bien il se passe un truc. Et le président annonce la dissolution de l'Assemblée. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne décision? Vous avez raison que sur les élections européennes, on peut imaginer que ce sont des enjeux européens et que finalement, ce n'est pas une échéance nationale. Ce sont des enjeux européens, mais qui quand même, et on le voit avec la politique internationale. Moi, je déplore d'ailleurs que certains ont instrumentalisé des conflits internationaux pendant cette campagne, qui a été quand même, moi je trouve, assez brutale. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont importé pendant la campagne, ils n'en parlent plus depuis, comme par hasard. Et donc, je trouve que, moi, je fais confiance aux Français, ils sont assez intelligents et lucides pour voir cela. Le score du Rassemblement national est un score important. Et le président de la République n'a pas souhaité ne pas l'entendre, ne pas entendre le mécontentement des Français. Moi, je me souviens, et pour cause, j'étais à l'époque collaboratrice de Nicolas Sarkozy quand il était au ministère de l'Intérieur. Il y avait eu le référendum, vous vous souvenez, sur la Constitution européenne. Et pendant très longtemps, on a dit, ils ont voté non, les Français ont voté non, ils n'ont pas été entendus. Et c'est resté assez longtemps. Et en 2007, je me souviens, quand j'étais porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy, il avait souhaité être clair en disant « Nous ferons un traité, ce qu'on a appelé un traité simplifié, qui est devenu le traité de Lisbonne, et je passerai devant le Parlement, je ne le soumettrai pas à référendum. » Donc il a fait ce qu'il a dit. Mais c'est resté, il y a eu quand même ce péché originel. Le président de la République a souhaité entendre les Français et un mécontentement que moi j'entends et que je ne souhaite pas qu'on méprise. Parce que certains disent oui, ils se sont défoulés. Moi, je ne crois pas au défoulement. Je crois qu'il y a une colère légitime qu'il faut entendre aujourd'hui. Il a pris une décision grave, en responsabilité. Est-ce qu'il ne s'est pas tiré une balle dans le pied? Est-ce qu'il ne s'est pas tiré une balle dans le pied? Est-ce qu'il ne vous a pas tiré une balle dans le pied à tous? Moi, je pense que quand vous redonnez la parole au peuple, vous ne vous tirez jamais une balle dans le pied. Maintenant, il faut mobiliser en responsabilité. Moi, je l'ai dit encore ce matin, c'est en responsabilité. Qu'est-ce que veulent les Français aujourd'hui? Quand on voyait le spectacle à l'Assemblée nationale, vous n'allez pas me dire... le spectacle. Oui, vous n'allez pas me dire qu'on est dans une démocratie sereine. Catastrophique. Moi, j'ai connu des débats vifs
J'ai été garde des Sceaux sur des textes lourds, j'ai révisé la Constitution, j'ai porté des textes sur la rétention de sûreté, des textes très lourds. On a eu des débats vifs, mais on n'était pas dans n'importe quoi. Mais surtout dans la dégradation de l'institution. Moi, quand je suis revenue à l'Assemblée comme ministre, moi j'ai été très choquée parce que j'ai vu, ne serait-ce que ces allées et venues, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect même de l'hémicycle. C'est ça. De l'hémicycle en soi. Vous ne rentrez pas, moi je dis toujours, c'est comme... Je dis toujours, quand vous rentrez dans une église, vous ne rentrez pas comme si vous rentriez dans un hangar. Et bien, quand on rentre dans l'hémicycle, on ne rentre pas de la même manière. Et donc, je trouve qu'il n'y avait plus de respect de cette institution. On souhaite, évidemment, qu'il n'y ait plus cette obstruction, cette volonté d'obstruction systématique et que ce soit uniquement un cirque. Enfin, il n'y a plus de débat de fond. Donc là, le président de la République, par cette décision, souhaite aujourd'hui clarifier et le débat et la volonté des Français. Alors, vous n'étiez pas au courant, parce qu'on l'a vu, hein, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, n'était pas au courant. On sait que Gabriel Attal a été au courant une heure avant, à peu près. Ouais, il y avait très peu de gens au courant. Quand vous l'avez appris, vous vous êtes dit, on est dans la merde, ou vous vous êtes dit, au contraire, on va se battre pour... Parce que quand il l'a présenté, il a dit, je souhaite redonner la parole aux Français. Ouais. Le score est mauvais. Il faut dire, c'est un échec. Voilà, c'est un échec. Moi, j'ai été parlementaire européen, j'ai mené aussi des campagnes. On s'y attendait. Les sondages, là, ils ont été conformes à ce qui est au résultat. Moi, je vais vous dire, à un moment donné, c'est la méthode Coué, soit on se convainc de l'échec, soit on se convainc de la victoire. Moi, une campagne, il faut la mener jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Voilà, après, ce résultat n'est pas un bon résultat. Et ce n'est pas la candidate qui est à mettre en cause. Je considère que c'était aussi l'ambiance qui était... Moi, j'ai été choquée par l'instrumentalisation de sujets qui n'avaient rien à voir avec l'Europe. Voilà. Moi, je vais vous dire, le Rassemblement national... De la même manière, dans un autre style, il fait de l'obstruction à l'Assemblée par les motions de censure, par des volontés de rejet. Dans un autre style que la France insoumise. Dans un autre style. Les autres, effectivement, ils font de l'obstacle par des outrances. Et donc, aujourd'hui, on souhaite que les Français... Moi, je pense que quand il y a eu cette majorité relative, les Français souhaitaient qu'on fasse peut-être des compromis, comme ça se passe d'ailleurs au Parlement européen. Ce n'est pas la culture française, c'est vrai, mais moi, je l'avais demandé. Moi, dès 2022, j'avais dit, pour les Républicains, moi, je considère qu'on est quand même sur un bloc central. On est un parti de gouvernement. Et donc, j'avais souhaité qu'on fasse des coalitions. En tous les cas, qu'on puisse trouver des compromis sur des projets politiques. Vous avez vu qu'Éric Ciotti a annoncé au 13h de TF1, donc le président des Républicains, qu'il a annoncé une alliance avec le Rassemblement national. Vous en pensez quoi? Alors, c'est pas une alliance avec le parti, mais c'est sa ligne. Moi, je vais vous dire, on m'a reproché d'avoir quitté les Républicains. Je n'ai pas quitté mes convictions. Parce que j'ai changé de conviction quand je fais une interview, quand j'échange, je n'ai pas changé de conviction. Mais moi, il y a des valeurs auxquelles on ne touche pas. Et rappelez-vous, quand il avait indiqué qu'au deuxième tour, il voterait pour Zemmour, il ne voterait pas pour Emmanuel Macron. Ce n'est pas mon parcours, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ce qui a fondé mon engagement politique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut dire aux Français ce qu'est quand même le Rassemblement national, pour ne pas dire Éric Zemmour. Il faut dire la réalité. C'est-à-dire qu'il faut voir, moi j'ai détaillé le programme. Regardez le programme économique. Je sais, mais on sait que le programme économique a quelques lacunes. Juste, Rachida Dati, c'est pas quelques lacunes, c'est un projet de société qui ne correspond pas à nos valeurs. Et vous voyez bien que ces discours-là, c'est les discours, j'ai vu encore d'Éric Dupond-Moretti, qui est complètement hors sol, excusez-moi. Ces discours-là ne marchent plus, Rachida Dati. Alors là où je vous rejoins... Les Français, ils se disent une chose. Et je vous le dis, les Français, ils se disent une chose. Ils se disent, nous, on essaie de nous faire peur à chaque fois avec le Rassemblement national. Et ils nous disent, nous, on sait mieux faire en économie, nous, on sait mieux faire... Ils voient quoi, les Français? Ils voient que le 10 du mois, ils n'ont rien pour manger. Et ils se disent, les mecs, ils n'ont pas mieux fait que ce qu'ils nous annoncent. Attendez, monsieur Hanouna, je vais vous dire une chose. C'est pas... moi, vous ne m'avez jamais entendu, je ne diabolise pas. Oui. Je ne diabolise pas le Front National ou le Rassemblement National. Je ne diabolise pas les électeurs. Moi, je considère que quand quelqu'un vous dit « il souffre », je ne vais pas lui faire une leçon de macroéconomie. Voilà. Parce que je suis gênée. S'il souffre, je dois y répondre. Moi, je me suis engagée pour y répondre, pour réduire les inégalités, pour entendre les souffrances. Moi, je pense que, par exemple, la réforme des retraites, qui était dans le programme du président, peut-être qu'on ne l'a pas assez entendue parce qu'on a eu la guerre en Ukraine, qui a évidemment pris le pas sur tous les autres sujets. Aujourd'hui, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vraiment entendues sur le fond. Il faut y répondre. Moi, quand j'entends certains électeurs, y compris du Rassemblement national, que me disent-ils ?
Il y a un problème de sécurité, c'est une réalité. Il y a un problème de délinquance des mineurs, c'est une réalité. Il y a un problème de maîtrise des flux migratoires, c'est une réalité. Est-ce que vous pensez que demain, le Rassemblement national va y répondre? Est-ce qu'on va dire tous les immigrés dehors? Est-ce que ça y répond? La vraie question qu'on se pose, est-ce que la France est ingouvernable? On a l'impression que vous ne pouvez rien faire. Non, moi Parce que le président de la République avait énormément d'espoir en lui en 2017. On se disait c'est un garçon qui vient d'ailleurs, qui est dans la finance. On s'est dit et puis on s'est dit il a réussi personnellement, il peut peut-être diriger le pays. Et c'est vrai que là les Français se disent aujourd'hui nous notre situation en 2017 elle était peut-être mieux qu'aujourd'hui en 2024. Non mais alors donc, la réalité, il y a eu une amélioration. Comme dire, dans le pire, il peut toujours y avoir du pire. Il y a une amélioration sur notamment les minima sociaux. On a quand même un système de protection sociale extrêmement généreux, il faut quand même dire la réalité. Moi, vous savez, je n'ai pas coupé du milieu d'où je venais. D'ailleurs, parfois, ça me pose un peu de difficulté parce que vous n'échappez pas à votre milieu, vous n'échappez pas à votre enfance. Moi, mes amis d'enfance, ils n'habitent pas le 7e arrondissement. Ma famille habite toujours au même endroit, là où j'ai vécu, là où j'ai grandi. Donc, je ne suis pas coupée de ces difficultés-là. Je connais aussi, je prends toujours... C'est pas anecdotique, quand je suis devenue garde des Sceaux, j'ai eu des amis d'enfance qui étaient évidemment détenus, qui m'écrivaient pour me féliciter. J'ai pas honte d'où je viens. Au contraire, ils ont eu moins de chance que moi. Mais est-ce que ça veut dire que je leur tourne le dos? Non, j'entends. Certains sont tombés dans la délinquance, d'autres, notamment des femmes. Moi, je parle notamment sur les femmes. Il y a une vraie difficulté quand j'entends, moi, qu'aujourd'hui, la gauche se commet avec l'extrême gauche. Est-ce qu'on sait? Moi, je le disais encore ce matin, est-ce qu'il est normal? Certains ont un antisémitisme revendiqué et les autres, un communautarisme qu'ils encouragent. C'est très bien, soyez voilés, c'est très bien, restez dans votre communauté. Le droit à la différence, ça nous a perdus. Ça fait exploser des territoires. Moi, je vais vous dire, quand vous allez dans certains territoires, vous pensez que la majorité des filles veulent rester enfermées chez elles, elles ne veulent pas travailler, elles ne veulent pas accéder à des responsabilités ou avoir une autre vie que celle à laquelle on les condamne. Moi, je vais vous dire, tous les jours, je reçois des courriers. D'ailleurs, les jeunes femmes qui sont en coulisses, qui travaillent avec vous, elles vous disent « Oh là là, mais vous êtes un modèle pour nous ». Mais pourquoi? Parce que moi, je crois à l'égalité des chances. Je crois à la réduction des inégalités parce que je crois à la République. Je crois à l'école de la République. Je crois à cette France et à ses valeurs. Je ne veux pas qu'on les dévoie. Aujourd'hui, le 30 juin, on a rendez-vous avec l'histoire de France. Non, mais c'est très important le 30 juin. Non, oui, c'est important. Ce que je dis là, moi, je trouve que c'est la maîtrise des flux migratoires. Il faut évidemment qu'on soit au rendez-vous. La politique pénale, on soit au rendez-vous. Il faut de l'autorité, il faut rétablir l'autorité. Voilà ce que nous demandent les Français. Vous le dites, Madame la Ministre, mais les Français vont vous répondre quoi le 30 juin? Ils vont vous répondre, ça fait 7 ans qu'on attend. Donc, qui s'est passé quoi? Attendez, moi, je me mets à la place des Français. Oui, mais les Français vont vous dire. Ils vont vous dire. Vous avez raison, d'abord. Vous êtes bien gentil, là. Vous avez les élections législatives le 30 juin. Vous nous dites que c'est très important et que ça va changer. C'est historique. Je suis d'accord avec vous. Ces élections sont historiques le 30 juin. Vraiment. C'est les élections peut-être les plus importantes, comme a dit Gérald Darmanin, de la Ve République. Je vous le dis. C'est vraiment pour moi, et je suis d'accord avec Gérald Darmanin, qui sera d'ailleurs notre invité demain. En vacances. Non, mais je vous le dis. Et s'il vous plaît. Et aujourd'hui. Les Français, ils vont se dire quoi? Ils se disent, c'est une chance inouïe, puisque là, ça fait 7 ans qu'on attend, il ne se passe rien. Et peut-être que là, il va se passer quelque chose. Non, parce que il faut leur expliquer. Attendez. Vous ne pouvez pas dire il ne s'est rien passé, c'est pas vrai. Pour les Français, regardez, il y a revenu minimum pour les agriculteurs. Les agriculteurs, je les vois tous les jours, ils sont dans la rue, ils n'en peuvent plus. Mais alors, attendez. Ils ne sont pas les mêmes règles que les autres. Les agriculteurs français sont laissés pour compte. Il y a eu des réformes et des avancées pour eux. Est-ce que c'est parfait? Non, ça n'est pas parfait. Quand vous portez une réforme, il faut évidemment un cycle parlementaire. Ça prend un peu de temps, même si vous avez une procédure d'urgence, ça prend du temps. On revient de loin. Parce qu'on passe, souvent on me dit, Nicolas Sarkozy, vous étiez au pouvoir. Il y a eu des avancées. Moi, je renie pas, quand même, avec Nicolas Sarkozy, il y a eu des avancées. Il y a eu 5 ans de François Hollande. Après, on était en moonwalk avec François Hollande. Non, personne ne parle du quinquennat de François Hollande. Personne. Parce que personne n'a envie de s'en souvenir. Non, mais d'accord, mais le pays a été mis à terre. Ça, vous savez. Je vais vous donner un exemple. Sur la politique pénale, tout ce qu'on a fait, il l'a défait. Mais je sais.
tout ce les établissements pénitentiaires qu'on a créés, on nous dit les conditions de détention sont pas à la hauteur, sont pas dignes. Oui. C'est vrai, faut construire. Le jour où on construit, non, la gauche est arrivée, elle a tout arrêté. Ça vous avez raison de le dire, Rachida Donc il faut remettre sur pied le pays. Ça prend du temps. Vous avez raison de le dire, Madame la Ministre. Le pays, à la fin de François Hollande, je vous le dis à la fin du quinquennat de François Hollande, était, mais quand je vous dis, mais rien. Et en fait, pendant 5 ans, il a défait tout ce qui avait été fait de bien avant. Il n'a rien fait. Donc Emmanuel Macron a pris le pays. Je vais vous donner un exemple. Les internats d'excellence. Comment j'en ai été à l'initiative. Comment j'ai découvert ça? J'étais magistrat à Bobigny, qui est le plus grand tribunal pour les mineurs en France. Le problème des mineurs, c'est vrai qu'il y a de la délinquance des mineurs, mais c'est minoritaire par rapport à la maltraitance des mineurs. Et moi, je me suis rendu compte que souvent, les mineurs, quand ils sont dans un univers, un environnement dégradé, on peut les sauver. Et je ne voulais pas les mettre dans des lieux de placement, des foyers ou des familles d'accueil, ou les éloigner. Quand vous avez 9 ans, 10 ans, vous les éloignez d'une maman qui est juste débordée. On avait créé des internats d'excellence à proximité. Les enlever, je sais. J'avais fait un partenariat avec un internat qui était à côté de la maison, dont les conditions de vie étaient de qualité. Ils avaient accès à la culture, ils avaient une chambre, une table pour faire les devoirs. Ils pouvaient effectivement leur faire leurs devoirs tranquillement, et la maman pouvait venir le mercredi après-midi, passer du temps avec les enfants, les récupérer si elle voulait le week-end, et prendre du temps, avoir un temps d'éducation de qualité. François Hollande est arrivé, il a dit c'est Sarkozy, on enlève. Il n'y a plus d'internat d'excellence. J'en ai un dans le 7e arrondissement où j'ai une vraie mixité avec des enfants d'environnement un peu dégradés et avec des enfants favorisés. C'est intéressant pour tout le monde. Je sais, il a tout enlevé. Ces dispositifs ont été enlevés par cynisme, voire par idéologie. C'est par ego. C'est ceux qui sont en train de faire le Front populaire. Exactement. Oui, ils sont d'accord sur rien. Et ce Front populaire, c'est une énorme fumisterie. Excusez-moi. C'est même pas une fumisterie. Je vais le dire, ça va déplaire à M. Verdez. Ouais. Je vais vous dire, c'est comme à Paris. Alors, ils se mettent d'accord pour sauver leur siège. Au dépend de quoi? Exactement. À Paris, au dépend de quoi? La qualité de vie, la sécurité, la propreté, la mobilité. Est-ce que vous êtes content avec 10 milliards de dettes? Là, on est à 11 milliards de dettes aujourd'hui. 10 milliards de budget, ce sont nos impôts à nous tous. Est-ce que vous êtes content de la qualité de vie à Paris? Non. Mais ça, uniquement pour sauver leur siège. Voilà. Ils sont élus et ils se mettent sur la figure après. Elle ne se met pas sur la figure avec moi. Je vous invite à assister au Conseil de Paris. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Ça, c'est le premier point. Ce qui me gêne dans l'accord qui est fait, cette alliance d'aujourd'hui, c'est qu'ils se mettent d'accord pour sauver leur poste de député sur le dos de qui? C'est ça. D'une partie de nos compatriotes, notamment nos compatriotes juifs. Exactement. L'antisémitisme revendiqué. J'entendais ce matin Yannick Jadot sur France Inter. Il a dit on a des désaccords, mais il faut aller. On a une divergence d'idées. L'antisémitisme, c'est un délit. Exactement. Mais c'est un délit. Le communautarisme, c'est du séparatisme. C'est un délit. Mais est-ce que quelqu'un peut un jour dénoncer ça? Cette gauche qui vous fait la morale toute la journée. Moi, ils me détestent. Je suis leur mauvaise conscience. Ah oui. Parce que j'ai refusé ça. Je ne suis pas une victime. Ils n'ont pas des électeurs, ils cherchent des victimes. La France doit dire stop à ça. Voilà. Moi, je dis aux Français, prenez vos responsabilités. J'ai confiance, moi, dans les Français. C'est un peuple très politisé, quelle que soit la catégorie sociale. Pourquoi votre émission est très regardée? Parce que ici, on vient comme on est. Voilà. Non, mais c'est pas un club. Oui. Ici, c'est pas on vient comme on est. Et je le dis aux Français. Je suis beau gosse aussi. Hein. Je le dis. La politique, pourquoi j'ai accepté quand Emmanuel Macron m'a proposé d'être ministre de la Culture? Parce qu'il m'a dit, effectivement, il a mis beaucoup de moyens dans le ministère de la Culture, pour une culture la plus accessible au plus grand nombre. Et bien moi, je souhaite que la culture, ce ne soit pas uniquement réservée à quelques-uns, et que ces quelques-uns fassent la morale aux autres, en se pinçant le nez. Non, moi, je trouve... Moi, j'ai l'occasion de parler ici. Bravo de le dire, très bien de le dire. Je trouve qu'aujourd'hui, le 30 juin, je le dis, on a rendez-vous avec l'histoire. Et moi, je le dis à tous les Français. Vous soyez sur des territoires ruraux. Là, j'ai un plan, par exemple, sur la ruralité et la culture. Évidemment, la réserve électorale, la période de réserve m'empêche de faire les annonces. Mais quand je vois nos compatriotes, ces 22 millions de Français en zone rurale, pas de mobilité, pas d'accès, pas de facilité. Est-ce que c'est normal? Les gens vont vous dire, oui, Madame Rachida Dati, ça fait pas longtemps que vous êtes arrivée, vous, mais qu'ils ont fait quoi, les autres? Mais non, mais... Parce que la politique, c'est du long terme. Après, la deuxième chose, pardon, je le dis, peut-être que je vais gêner certains. Non. Après, il faut exécuter ce qu'on décide. C'est ça. Voilà. Moi, comme dirait Jacques Chirac, un chef, c'est fait pour cheffer. C'est ça. Quand je décide... Je dis aussi.
Jacques Chirac avait dit ça pour le Il avait raison. Je décide, il exécute. Voilà. L'administration, elle est là pour exécuter les décisions des ministres. Sinon, le ministre devient fonctionnaire lui-même. Exactement. Ou exécutant lui-même. Mais c'est très important ce que vous dites là, Rachida Dati, pour les Français qui nous regardent ce soir et qui nous écoutent en direct. Vous êtes en train de dire, et c'est le sentiment qu'on a en France, on a l'impression qu'il y a des ministres qui sont pleins de bonne volonté. Moi, par exemple, voilà, je m'en suis jamais caché aussi. J'adore Gérald Darmanin, je trouve il fait un super travail. Alors, il sera avec nous demain, je vous le dis. Et je sais que c'est un mec qui bosse. Voilà. Et on a l'impression que derrière, on a l'impression que ça ne suit pas. Et on a l'impression donc que le pays est figé. Alors, ils se disent quoi, les gens? Et je vous le dis pourquoi. Ils se disent quoi? Les gens, ils se disent, nous, on va voter Rassemblement National. Parce qu'on a l'impression qu'ils ont plus de poigne que les autres et qu'ils vont faire bouger les choses. Et que Renaissance, aujourd'hui, c'est que du en même temps. On a l'impression qu'ils veulent faire plaisir à tout le monde. Et en voulant faire plaisir à tout le monde, le pays n'avance pas. Et donc, forcément, quand on n'avance pas, on recule. Et nous, dans notre situation, tous les jours, on voit que nous, en tant que Français, on recule. Et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à offrir un petit cadeau à nos enfants pour Noël. On n'arrive pas à manger le 12 du mois. Et qu'on a l'impression qu'ils y vont pas assez. Et ce que vous dites, on a l'impression, voilà, que il n'y a pas d'autorité, c'est ce qui manque. Non, parce que, regardez, sur la prime dite Macron, la prime d'activité, ça a été comme un 13e mois. Il y a eu beaucoup de mesures sociales, d'ailleurs, même dans ma famille politique, on avait considéré à un moment donné qu'il y avait trop de mesures sociales. Rappelez-vous, au moment du Covid et du quoi qu'il en coûte, vous devez recevoir des commerçants, les restaurateurs, tout le monde a été protégé au moment du Covid. Oui. Est-ce que maintenant on dit « Ah là là, mais il y a une dette », il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut prendre ses responsabilités. Moi, quand on prend ses responsabilités, on dit effectivement il y a une dette. Après, maintenant nous sommes dans une autre phase où il faut réduire les dépenses publiques et il faut prendre aussi ses responsabilités. Moi j'ai contribué comme ministre de la Culture. On m'a dit oui, la gauche, en disant oui, le ministère de la Culture, oui, réduction de 200 millions sur le budget. J'ai pu mobiliser des réserves de précaution, revoir où sont mes priorités, réarbitrer. C'est ça être ministre. Être ministre, c'est pas d'être passif, c'est de prendre des décisions. Le président de la République prend des décisions. Je prends un autre sujet, qui est un sujet qui nous relie avec Valérie Benaïm. La laïcité. Quand on parle... Non, je rigole. Oui, c'est vrai. Non, ça, c'est vrai. Ça, nous avons aussi cette préoccupation. Mais, par exemple, quand on parle de l'islamisme, moi, je suis gênée qu'on puisse amalgamer tout le monde. Et après, on dit, vous stigmatisez, c'est attention à l'amalgame. Non, il n'y a pas d'amalgame. L'islamisme, ce n'est pas nos compatriotes musulmans. Ça n'a rien à voir. Mais il faut dire les choses. Si vous ne les dites pas, évidemment, vous les confortez. Et moi, je trouve que cette gauche, la gauche qui est en train de s'allier, conforte cela. C'est ce qui génère vraiment la fragmentation et la fracture de notre pays. Je n'ai jamais changé de discours. C'est ma vie, c'est mon parcours. Je ne me suis jamais reniée, jamais. Je sais d'où je viens. J'assume ma famille, j'assume mes amis, j'assume ma condition sociale d'origine. Évidemment, j'ai changé. Je suis très privilégiée et j'en ai pas honte parce que la France permet ça et ça permet de réussir. La réussite, c'est pas péché. Exactement. C'est pas pénal. Alors, voilà. Mais c'est la France qui permet exactement. Ça. C'est la France qui permet ça. Et il y a un problème aujourd'hui en France, je le dis Rachida Dati, et ça devient insupportable. C'est-à-dire que quand on dit qu'on aime la France et qu'on veut défendre la France, on nous traite de racistes. C'est insupportable. Mais je vous le dis, aujourd'hui... Oui, mais parce que je vais vous dire, regardez, quand j'entends ce matin, je vous dis, Yannick Jadot qui dit, oui, c'est une divergence d'idées sur un c'est très grave. Mais on dit, c'est pas grave, c'est la gauche. Mais moi, si j'avais dit ça, on m'aurait dit, Madame Dati, c'est pénal. C'est très grave, c'est la gauche. On vous aurait poursuivi d'une vindicte. Mais pour certains, ça passe. Pour d'autres, vous n'avez pas le droit. Exactement. Donc moi, l'arbitre des élégances, moi je trouve que l'arbitre des élégances, c'est les Français. Ouais. Voilà. Donc moi je dis aux Français d'être mobilisés. Si vous ne pouvez pas être là, il y a des procurations, il y a des facilités. Moi dans ma mairie, j'ai mis un dispositif. Il y a des personnes qui viennent en disant, parce qu'effectivement, en ce moment avec l'installation des JO, c'est un peu contraint de pouvoir bouger. Mais c'est une responsabilité. Le 30 juin, c'est le premier tour, il faut être mobilisé. Madame la ministre, est-ce que vous y croyez encore ? Attendez, moi, toute ma vie, j'y ai cru. Ouais. J'ai cru à toute ma vie. Je ne serais pas là. Moi, j'ai confiance dans mes compatriotes. J'ai confiance. Et je leur dis, si le résultat est différent, je pense qu'on va rentrer... Vous savez ce que se disent les Français ? Les Français, là, ils se disent, aujourd'hui, on a le choix entre extrême droite, extrême gauche. On a l'impression, c'est pour ça qu'il faut que vous reveniez dans le game, on a l'impression que vous avez été éliminés. Renaissance. Je vous dis tout. Hein. On a l'impression, ils se disent, ça sent, ah bah oui, il y a le bloc de droite, le bloc de gauche, Renaissance. On est d'accord, Gauthier ? Non, oui, les Républicains. Et justement, ça m'amène à une question. Entre la NUPES, la France Insoumise et le Rassemblement National, quel est le principal danger, selon vous ?
Est-ce que vous faites une hiérarchie entre les deux? Non, je ne fais pas de hiérarchie. Les extrêmes sont dangereux. Parce qu'il y aura des seconds tours France Insoumise et RN dans quelques semaines. Les deux ont des méthodes différentes. Le résultat est le même. Le pays explose. Ouais. C'est un pays divisé. Ce sont des affrontements. Est-ce que vous trouvez normal les blocages auxquels on assiste? Non. Est-ce qu'il est normal qu'on bloque des écoles? Est-ce qu'il est dans une démocratie, est-ce qu'il est normal qu'on bloque des endroits, qu'on vous empêche? Moi, je disais... Alors, est-ce que la France Insoumise n'est pas plus dangereuse que le Rassemblement National? Mais moi... parce que vous trouvez que le Rassemblement National, le programme est très équilibré. Regardez, sur toutes les questions de société. Mais c'est extrêmement dangereux. Non mais, parce qu'on ne retient, je suis très cash avec vous, on ne retient du Rassemblement National que les sujets liés à l'immigration, la sécurité, la délinquance, la maîtrise des frontières. C'est vrai, c'est une réalité. Et je le dis, moi je déplore que les Républicains n'aient pas voté au Parlement européen ce pacte asile-immigration. C'est nous qui l'avons porté dès 2008. Il a enfin abouti, ils votent contre. Les socialistes allemands, d'ailleurs ils s'en sortent mieux aux élections européennes, ont voté au Parlement européen ce texte. Les socialistes français n'ont pas voté. Vous ne croyez pas que c'est du cynisme? Vous ne croyez pas que c'est contre les Français? Ils votent contre les intérêts des Français. Il faut qu'ils le sachent. Et ils arrivent en tête des élections. Mais c'est pour ça que je vous dis, parce c'est ce que j'avais dit sur Raphaël Glucksmann. Moi, je considère que c'est une usurpation. Vous allez voir, il va aller au Parlement européen. Fini. D'ailleurs, il considère... Valérie Ayé aussi, elle va aller au Parlement européen. Oui, mais... ça fera 2 usurpations. Mais ce que je veux dire, elle sera au Parlement européen. D'abord, elle a fait une campagne européenne. Elle a fait une campagne européenne avec des mesures concrètes. Et elle est pour être députée européen. Glucksmann, il a fait croire que c'était le grand soir pour le Parti socialiste. Lui-même n'est pas socialiste. Il n'est pas socialiste. Comme dirait Lionel Jospin, quand il se présente aux élections, Jospin dit « je ne suis pas socialiste ». Eh bien, il n'a pas été élu. Voilà. À un moment donné, il faut être évidemment en accord avec des convictions. Les Français le sentent, si vous êtes pour de vrai ou pas. Rachida Dati, est-ce que vous pensez que le président, il est encore au contact des Français? Est-ce qu'il sent les Français? Est-ce qu'il sent ce que ressentent les Français? Parce que moi, je vais vous dire, là, je vous ai entendu parler, et vous avez dit, le Rassemblement national, ils sont bons sur l'immigration, sur la sécurité, et voilà. Mais vous savez ce qu'ils se disent, les Français? Les Français, ils se disent, au moins, on aura ça, puisqu'on n'a rien. Oui, mais on aura quoi? Non, mais ils disent au moins on aura ça. Non, mais on aura quoi? Quelle mesure? Non, mais Cyril, au moins au niveau sécurité, on sera tranquille. D'accord. Au niveau économie, les mecs, on nous a d'accord. Alors, je sais que certains sont déjà venus ici. Qu'est-ce qu'ils vous proposent sur la sécurité? Qu'est-ce qu'ils proposent sur la justice? Je ne dis pas qu'ils vont réussir. Hein. Non, mais alors, déjà, avant de réussir, qu'est-ce qu'ils proposent? Non mais avant de réussir, qu'est-ce qu'ils proposent? Moi, je voudrais savoir qu'ont-ils proposé. Et après, moi, je débat. Moi, je dis, au moins, moi, je débat. Moi, au contraire, moi, je suis pour le débat. Moi, je considère la France, la droite, ça existe, la gauche, ça existe. Voilà, moi, je crois à ça, mais on débat. Mais qu'ont-ils proposé d'OQTF? Voilà, c'est pas une fatalité. Il y a trop d'OQTF, donc là, nous, on les renvoie, on trouve des voilà. Non, mais sur les OQTF, ce qu'il faut savoir, quand vous avez... d'abord, il faut l'exécution des décisions de justice, donc il faut une politique pénale ferme. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le deuxième point, il faut que les pays donnent les laissez-passer consulaires. Parce que souvent, ils déchirent leurs papiers et ils disent « je suis sénégalais » alors qu'il est malien. Donc il y a des consulats qui disent nous, c'est pas à nos ressortissants. Quand l'OQTF est délivré, que la nationalité est reconnue et qu'il y a un laissez-passer, il faut que le pays l'accepte. Vous avez des mesures, on a des accords de coopération judiciaire, on a des accords de développement, on a des accords. Vous les conditionnez. 10% sont réalisés aujourd'hui. Non mais attendez, sur l'aide au développement, et d'ailleurs, ça a été porté grâce au président de la République, il y a maintenant une conditionnalité des aides au développement. Il y a certains pays qui l'ont compris. D'ailleurs, on voit, regardez, Gérald Darmanin vous le dira demain, il y a eu une forte augmentation, justement, sur l'exécution des OQTF. Mais à un moment donné, il faut aussi, c'est comme l'exécution des peines. Il faut la politique pénale qui fasse exécuter les peines. Mais ça, Emmanuel Macron a promis 100% des OQTF réalisés. Mais 100% des OQTF réalisés, d'abord, il y a eu quand même un peu une crise sanitaire avant-après. Non, mais qui a mis du temps. Ça ne suffit pas comme excuse. Non, mais est-ce que j'ai une tête d'excuse depuis le temps? Non, mais vous savez, je vais vous dire, justement, vous faites bien de dire ça. Je vous dis les obstacles où ils sont. Je vous ai expliqué, je vous ai exposé les obstacles où ils étaient. Oui, mais c'est pas moi qui ai fait la promesse des 100%, c'est le président de la République. C'est une promesse et après les Français attendent et ils sont à 10%. Bien sûr, il y a une progression
Gérald vous donnera les chiffres demain, il y a une forte progression. Et vous le savez bien, vous suivez ces sujets. Faites pas genre, je sais pas. Il y a une je fais pas genre, je sais pas, Madame la ministre. Je prends une déclaration d'Emmanuel Macron et je regarde les faits. Regardez les chiffres. Elle a raison. Regardez les chiffres. Non mais regardez les chiffres. Oui, vous ne les connaissez pas. Et vous regardez demain et vous les verrez avec Gérald Darmanin. Moi, je vais vous dire, en parlant d'excuses, vous avez vu la gauche, ce qu'elle promet en politique pénale? On est dans la culture de l'excuse. Exactement. Madame Taubira, elle disait les courtes peines, il ne faut pas les exécuter. Oui, c'est la culture donc c'est de l'impunité. Donc la politique pénale de la gauche, c'est la politique de l'impunité. La culture de l'excuse. Il y a des squatteurs chez toi, tu leur sers à boire. Il n'y a pas de culture de l'excuse. L'autorité doit être rétablie dans notre pays. C'est le seul moyen de réduire les inégalités, de rétablir l'égalité des chances. Parce que si tout se vaut, donc plus rien ne vaut rien. Oui, et on voit aujourd'hui l'état du pays. Et si le RN en est là aussi, c'est à cause des fausses promesses. Oui, mais alors attendez. Sur les fausses promesses, mais alors moi je voudrais bien savoir, donnez-moi une mesure du Rassemblement national, je débat avec vous. Dites-moi la mesure. La double frontière. Non, mais elle vient de vous donner la double frontière, c'est quoi une double frontière? Justement, je vous demande, lui-même n'a pas été capable de l'expliquer face à Gabriel Attal. C'est quoi une double frontière? D'abord, il a ramé. Non, mais d'abord, il faut effectivement... Moi, j'ai été en charge pour mon groupe politique au Parlement européen de ce qu'on appelle une liste de pays sûrs. Sinon, vous avez des effets d'aubaine. Je m'explique. Vous avez une politique d'immigration. Vous dites, quelqu'un qui n'a pas de papier, je le renvoie. Vous le renvoyez, mais par exemple, en Allemagne, ils expulsent les Soudanais et les Afghans. En France, on ne le fait pas. Vous avez des effets d'aubaine. Et c'est comme le lieu... où vous déposez votre demande d'asile, à un moment donné, vous pouvez parcourir tout l'espace Schengen. Et donc, ce pacte asile-immigration permet de réformer cette procédure d'asile, mais aussi de pouvoir avoir une harmonisation sur ce droit d'entrée et de séjour des étrangers. La liste des pays sûrs, c'est de dire, on a une liste homogène pour toute l'Europe, c'est de dire, est-ce que le Sénégal est un pays sûr? Si c'est un pays sûr, on renvoie dès lors où il y a une expulsion à faire. Parce que vous avez, par exemple, dans des pays, le Sénégal est un pays sûr, dans un autre, ce n'est pas un pays sûr. Donc, on ne renvoie pas. Donc, vous avez évidemment des effets d'aubaine. Il faut une harmonisation européenne. Et ça, c'est une responsabilité politique. Et donc, ça, vous pensez que le Rassemblement national le dit? Ils ne le disent pas. Parce qu'au Parlement européen, ils ne votent rien sur ces sujets. Rachida Dati, on comprend, et on comprend tout à fait, Madame la Ministre, ce que vous dites. Et voilà... On comprend, mais je veux dire, les Français, vous savez ce qu'ils répondent, et je le vois là sur les réseaux. Ils disent le gouvernement Macron n'a rien fait pendant 7 ans, donc est-ce que les autres vont faire plus il y a un bilan sur le pouvoir d'achat, il y a un bilan sur le revenu minimum pour le vous avez besoin sur les agriculteurs, sur les familles monoparentales. Il n'y a pas eu 13% pour 14%. D'abord, je veux dire... Les Français sont des cons ou ils n'ont pas fait le taf, mais il n'y a pas de Rachida, vous savez que de toute façon, concrètement, vous avez besoin d'une coalition. Elle ira d'où à où? Oui, moi, je suis du PS que je ne l'ai pas proposé. Avec qui la coalition? Non, mais la coalition... La coalition, c'est aussi sur la cohérence. Oui. C'est pas l'auberge espagnole. Donc du PS au LR? Non, moi je considère que non. La coalition, elle se fait sur un projet. Quand Nicolas Sarkozy est élu, il fait l'ouverture. Il dit, moi je rassure mes électeurs, j'ai un programme et ceux qui me rejoignent sur un programme. Et donc il faut de la cohérence. Parce que ce que vous dites là, après, c'est dangereux. Parce que si, effectivement, chacun vient n'importe comment sur un projet qui n'est pas déterminé... Le Front de gauche a d'abord dit on se réunit et on fera le programme plus tard. Vous dites qu'il faut d'abord faire un programme. Bien sûr. Je suis assez d'accord avec Rachida Dati. Sinon, non, mais les mecs, on se réunit, on fera le programme après. Elle a raison. Non, parce que si vous dites on se réunit d'abord, c'est pour sauver votre siège. C'est plus sérieux ce que dit la ministre que ce qu'il dit. C'est pour défendre... C'est juste sauver votre siège. Elle a très bien résumé. Les mecs, ils veulent juste sauver leur siège. Ils n'en ont rien à foutre. Ça veut dire on n'a pas d'idée, mais on veut sauver notre siège. Et puis après, quand ils vont sur le terrain, ils disent vous nous avez élus, on ne peut rien pour vous parce qu'on n'est pas dans la majorité. Alors, et après, ils pointent du doigt le gouvernement. C'est trop facile. moi, j'ai vu des députés dire non, mais nous, on a été élus, on peut rien pour vous. Laisse ta place à un autre qui va vraiment faire le job. Madame la ministre, est-ce que Renaissance peut gagner tout seul? Mais il y a Renaissance, Horizon, le Modem. Ouais. Moi, j'espère que les LR peuvent nous rejoindre. Ça a été Jean-François Copé. Nous sommes plusieurs. Non, mais il y a un sondage qui vient de tomber. 50% des militants soutiennent Éric Ciotti. Mais je vous parle des responsables politiques. Vous savez, vous pouvez avoir des militants qui veulent des choses. Quand vous êtes responsable d'un parti, vous devez aussi montrer la ligne. Sinon, c'est n'importe quoi. Alors Éric Ciotti veut juste sauver son siège aussi? Bah oui. Non, mais c'est comme quand vous avez des enfants. Non, mais quand vous avez des enfants, ils vous disent. Moi, j'ai une fille, elle veut se maquiller, c'est non. Parce que j'explique pourquoi. Et c'est vrai que 100% des...
En tout cas, Zora, 100%, elle veut se maquiller. Eh ben non. Voilà, c'est encore moi la chef. Pourquoi Éric Ciotti veut se maquiller Peut-être. C'est peut-être là le problème. Lui, il n'a pas de sujet de brochine. Rachida Dati, juste, vous regrettez pas? Mais moi, j'ai jamais. Alors, d'abord. Vous n'avez jamais de regrets? Moi, j'ai jamais de regrets sur les choses. Enfin, je veux vous dire, vu d'où je viens. Ouais. Alors, si je devais regretter. C'est comme moi. Hein. Ah non, non, puis moi je trouve c'est un moment important politique. Ouais. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Moi j'adore le combat. Ouais. Et j'adore le combat politique. Si là, honnêtement, j'aurais pas voulu être spectatrice. Au contraire, là, on a un combat à mener. Je veux qu'on le gagne. Voilà. Là, je suis sur le terrain. Je vais aller soutenir des collègues politiques. Et il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne. Il y a pas. Il faut. Puis moi, je veux dire, la politique, c'est la rage. C'est comme la vie. La politique, c'est comme la vie. Vous êtes en haut, vous êtes en bas, vous êtes sur le côté, vous êtes à un moment donné à terre, vous vous relevez. C'est comme la vie. Et moi, je dis la politique. Je l'ai toujours dit. Que ce soit Nicolas Sarkozy, j'ai eu des chefs qui quand même avaient, comme avec Emmanuel Macron, on a la rage. Voilà. On va aller jusqu'au bout. Il n'a pas baissé les bras, Emmanuel Macron? Non, mais non. Vous m'avez déjà vu aller bosser pour quelqu'un qui a baissé les bras? Non. Si, dernière question. Oui. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy sont sur un bateau. J'étais sûr. J'étais sûr. Vous devez en sauver un, vous sauvez qui? Je saute à l'eau et je les sauve les deux. Non, c'est impossible. Et voilà. Impossible. Je vais à la nage, même si je ne sais pas nager. Sauver Nicolas Sarkozy. Mais moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, tous les gens. N'essayez pas de m'embrouiller. Non, je ne vous embrouille pas. Non, parce que ça va vous parler. Moi, tous les gens qui m'ont tendu la main, pour lesquels j'ai travaillé, je ne les ai jamais trahis. Ah, bravo. Jamais. Même quand parfois ça a été un peu compliqué. Par exemple, l'entourage de Nicolas Sarkozy, parfois ça a été compliqué pour moi. Jamais je le trahirais. Voilà. Moi, je n'ai jamais Boyard, trahi entend ça. Les gens. Merci. Moi, j'ai le sens de la reconnaissance, bravo. j'ai le sens de la fidélité et j'ai le sens de la loyauté. Et voilà, j'ai été élevée comme ça. Et vous pourrez, voilà, je ne peux pas changer là-dessus. Et donc, Nicolas Sarkozy, comme Emmanuel Macron, je ne les trahirai jamais. Dernière question, et après je vous laisse. Il y a plein de gens qui me disent Rachida Dati, il faut qu'elle y aille tout seule, elle a une cote incroyable. Qu'elle aille tout seule où? Qu'elle aille en 2027, qu'elle y aille tout seule. Alors, je vais vous dire, moi d'abord, je reviens de là où j'étais. On est 12 enfants. Oui. Et alors, presque 59. J'adore les combats collectifs. Enfants, il y aura une présidente. J'adore les combats collectifs. Là où j'habitais, on était en collectif. J'ai adoré mener la campagne pour Nicolas Sarkozy. Même quand, par exemple, François Fillon, il était donné pour venir à Paris, je lui dis, j'ai pas de velléité à être numéro 1. Si tu veux être maire de Paris, je vais avec toi. Comme je l'avais fait en 2020 avec les macronistes. J'ai dit, je veux qu'on gagne la ville. Moi, j'adore les combats collectifs. Vous savez, ma notoriété, elle est faite. Ouais. J'adore le combat, je veux qu'on gagne. Voilà. Quand vous gagnez, la victoire, elle est collective. La défaite, on dit souvent que c'est orpheline. C'est comme ça, c'est la vie. Je veux qu'on gagne. Voilà. Moi, j'espère qu'une chose, c'est que vous gagnez Paris. Sauvez-moi. Merci Rachida Dati d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Enquête complémentaire sur CNews.